Bonjour à tous et bienvenue. On rêve tous d'un métier dans lequel on peut s'épanouir. Et si aider les autres, vous apportez finalement tout ce dont vous avez besoin dans votre job. Eh bien c'est ça les métiers de l'économie sociale et solidaire. Eh bien figurez-vous, on a une bonne nouvelle, ils recrutent. Et puis en masse en plus. On va voir ça avec nos invités aujourd'hui. Avec Job IRL, vous le savez, chaque mois, on vous propose de poser vos questions à des experts d'un domaine. Ce mois-ci, pim poum pam, c'est tombé sur l'économie sociale et solidaire. Ça tombe bien, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Dis donc, est-ce que ce ne serait pas un beau hasard? Nous avons sur notre plateau deux personnes qui travaillent dans ce secteur. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'ils vont savoir de quoi ils parlent. On a avec nous aujourd'hui Claire Tournefier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice. C'est vous qui avez créé ça de vos propres mains et directrice de l'association Rejouer. C'est du jouet solidaire. Tout à fait. C'est un chantier d'insertion dont l'activité est la collecte, la rénovation et la vente de jouets. Donc vous allez nous raconter, puisque finalement, ce que vous faites s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Et puis vous n'êtes pas toute seule pour répondre aux questions, parce que des fois ça peut être un peu trop pesant, hein, une seule personne. Est avec nous aussi Frédéric Bardot. Bonsoir. Vous êtes le président de Simplon.co. Donc je ne sais pas si c'est vous qui l'avez créé ou pas, en tout cas aujourd'hui, c'est vous le chef. Simplon, c'est quoi? Simplon, c'est une entreprise, donc pas une association. On va voir que dans l'ESS, il peut y avoir des associations et des entreprises aussi, dont le but est de fournir des formations gratuites pour devenir développeurs, plutôt à des gens qui sont éloignés de l'emploi. Alors, on va essayer ensemble de définir l'ESS, qu'on va appeler l'ESS, hein, l'économie sociale et solidaire. On a déjà reçu pas mal de questions, vous êtes nombreux à vous demander ce que c'est. Alors, deuxième étape, on va même expliquer ce que sont les métiers de l'ESS. Et puis, on va répondre à vos questions en direct, en live. Frédéric et Claire sont là pour ça. Alors, comment on fait? On va sur le site de l'étudiant.fr et en dessous de la vidéo, vous avez un petit espace dans lequel vous pouvez envoyer votre question. S'il vous plaît, mettez votre prénom avec, que je puisse savoir qui pose la question. Et puis, si vous êtes plutôt sur Twitter, vous pouvez le faire aussi. Vous envoyez votre message avec le hashtag #ChatESS. C'est tout simple, et puis vous envoyez sur le compte @l'étudiant. C'est parti, Claire, Frédéric, on va déjà commencer par la base. Comment vous définissez l'ESS? Alors pour moi, l'ESS, ce sont des activités qui peuvent être très très multiples, mais qui répondent à une problématique environnementale, sociale, et qui remet l'homme au cœur de l'activité. Et qui lui donne une possibilité de travail, d'être intégré dans la société et de trouver sa place, quel que soit son niveau. Il y a une notion de citoyenneté quand on parle de ces métiers, de ce secteur en tout cas, puisqu'on va voir que c'est presque les mêmes métiers qu'ailleurs, mais c'est un secteur particulier. Vous sentez un engagement? Tout à fait, c'est un engagement en termes de respect, d'égalité, d'intégration de tout type de personnes dans le quotidien, dans l'activité, dans l'économie. Donc c'est abattre les frontières qui pourraient exister et ne pas laisser de côté des personnes qui ont eu des ruptures dans leur vie ou qui ont des soucis. C'est les intégrer dans l'activité de l'économie. Pour vous, Fred, c'est la même définition, c'est un peu différent, c'est complémentaire? C'est ce qu'a dit Claire, en fait, il n'y a pas une seule ESS, il y a plein de choses différentes, mais c'est vrai qu'il y a d'un côté il y a l'État, donc le service public, l'intérêt général, de l'autre côté il y a le secteur privé, donc les entreprises, et au milieu il y a une troisième façon de faire les choses, qui est la façon de l'économie sociale et solidaire, où on utilise le moteur de l'économie, que ce soit via les associations, donc via les entreprises, mais pour remplir une mission sociale. Donc ce n'est pas une mission que l'État ne fait pas, c'est une autre mission qui s'ajoute à celle de l'État, qui peut le complémenter, faire mieux ou moins bien, ce n'est pas l'idée, sinon ça ne marche pas. Et effectivement, donc c'est une autre manière de prendre l'économie et de la mettre au service de l'humain, du social. Donc ça peut être des métiers complètement différents. Et donc il n'y a pas deux acteurs de l'ESS qui se ressemblent, il y a des gros, des petits, des startups. Simplon, c'est une startup de l'ESS, donc qui fait des levées de fonds, comme dans la Silicon Valley, sauf qu'au lieu de viser la bourse, en fait, elle vise l'impact social. Et après, il y a des associations qui le font dans le domaine de l'intérêt général, que ce soit l'environnement, l'action sociale. Effectivement, c'est très diversifié. Et les ça acteurs, beaucoup. C'est vous, aujourd'hui. Ça peut être moi demain. Ça peut être nos internautes qui nous regardent. Il faut des qualifications particulières pour entrer dans l'ESS? À mon sens, il faut avoir une polyvalence, déjà, avoir un intérêt pour l'économie, je dirais, dans le sens classique, mais aussi être intéressé par l'humain en général. Effectivement, il y a des formations clés qui peuvent être des clés d'entrée, mais
je dirais que c'est ouvert. Il faut que ça reste ouvert parce que c'est la multiplicité des compétences qui est, à mon sens, une clé de succès dans ces modèles qui sont des modèles hybrides. Et donc, accueillir des personnes qui ont différents types de profils, c'est une grande richesse. En tout cas, nous, en tant qu'association, on fait très attention pour ne pas avoir une seule représentation d'une seule filière, mais au contraire d'ouvrir. On va utiliser vos exemples justement, puisque vous êtes une association, vous êtes une entreprise. Vous aviez quoi comme objectif au départ? C'est de faire un capitalisme différent du capitalisme, puisqu'on parle d'économie, elle est présente. C'est quoi? C'est redistribuer, c'est faire Robin des Bois? Si on ne sait pas du tout, quelle est l'envie au départ? Au cœur d'un projet de l'ESS, qu'il soit associatif ou entreprise, il y a effectivement une volonté d'impact social. Donc ça, c'est l'objectif. Il faut qu'il soit là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'ESS si on n'a pas envie d'avoir un impact positif sur la société. Sinon, on peut faire du service public, on peut faire du privé, de l'argent, de la bourse, tout ce qu'on veut. C'est du pognon, comme on dit, voilà, clairement. Mais l'ESS, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire du pognon pour avoir de l'impact. C'est-à-dire que sinon, ça ne fonctionne pas. Et après, donc, au-delà de l'objectif, il y a une méthode. C'est-à-dire qu'on n'appartient pas à l'économie sociale et solidaire si on ne partage pas les principes de l'économie sociale et solidaire. Et donc les principes, ils sont effectivement d'avoir une gouvernance, comme on dit, c'est un sale gros mot, mais en gros, c'est qui a le pouvoir et qui a le pouvoir de répartir l'argent. C'est ça la gouvernance, c'est le pouvoir. Et c'est important aussi. Et c'est très important. Donc ce pouvoir-là, il doit être partagé. Il doit être partagé entre les salariés, les publics bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est pas le pouvoir d'un seul. Donc ça, c'est important. La lucrativité aussi. Donc le fait de faire de l'argent, parce que c'est le cœur du réacteur, il faut qu'elle soit limitée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire trop d'argent. Ouais. Ou alors, si on fait trop d'argent, on revient à la gouvernance, il faut le répartir de manière équitable. Et il y a tout un tas de choses, l'écart entre les salaires, il y a un certain nombre de choses qui constituent en fait l'économie sociale et solidaire. Mais vous pouvez avoir, je suis sûr qu'il y a parmi les internautes qui sont connectés en ce moment, des gens qui ont travaillé ou qui connaissent des entreprises ou des associations de l'économie sociale et solidaire, mais qui ne savent même pas qu'elles font partie de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être des banques, ça peut être des chèques déjeuner qu'on peut avoir quand on est salarié. Donc, c'est extrêmement varié. J'ai repéré un petit peu les secteurs qui étaient le plus inscrits dans l'économie sociale et solidaire. Beaucoup de santé sociale et de services aux personnes, j'imagine, parce que voilà, ça fait partie du partage plutôt évident qu'on peut avoir dans son esprit. L'éducation et le sport, le commerce équitable, l'environnement, le développement durable. Ça, c'est un petit peu, on va dire, l'image d'Épinal qu'on peut avoir de l'économie sociale et solidaire. Mais vous êtes la preuve que finalement, c'est pas que ça. On va parler de votre entreprise. Claire, qu'est-ce que vous faites exactement avec votre entreprise? Alors nous, on est une association déjà qui nous distingue de l'entreprise. Autant. On a effectivement des bénévoles qui ont la gouvernance et qui sont pilotes dans l'activité de la structure. Donc nous, comme on est un chantier d'insertion dans notre gouvernance, on a des personnes qui déjà travaillent dans ce secteur, qui sont accompagnateurs sociaux, qui sont responsables de jeunes en insertion. On a des profils aussi variés de personnes qui s'occupent plutôt du traitement des déchets. Donc nous, on est sur deux volets. L'association, elle accompagne des personnes éloignées de l'emploi pour qu'elles retrouvent une stabilité sociale, des compétences et qu'on les aide à créer un projet ou à reprendre un projet professionnel pour aller vers un emploi durable. Et puis, on a une mission environnementale puisque tout ce qu'on collecte comme jouets n'est pas remis à la poubelle et réinjecté pour moitié dans un circuit de vente solidaire. Donc, on a trois missions. Et puis, la mission économique, bien sûr, même si on est une association, on doit trouver être allé vers l'autonomie le plus possible. Et donc, vendre des jouets, c'est une partie effectivement de notre autonomie. Et donc, votre question, c'était qu'est-ce qu'on fait? Le cœur de notre activité, c'est l'accompagnement social donc des personnes. Donc, on crée un cadre de travail propice pour ces personnes. On a une majorité de femmes. Donc, par exemple, nous ne travaillons pas le mercredi, ce qui permet à ces femmes qui sont en charge de famille de s'occuper de leurs enfants, mais aussi de régler leurs problématiques diverses qui peuvent être comment trouver un nouveau logement, reprendre le chemin de sa santé, et puis régler ces problématiques peut-être d'endettement. Enfin, les problématiques peuvent être variées, cumulées. Et donc, en interne, on a une personne qui est responsable de l'accompagnement social et professionnel, qui reçoit individuellement les salariés pour résoudre ces freins à l'emploi. Et puis, on a d'autre part, à l'intérieur de l'atelier, qui est un atelier de rénovation de jouets, une personne qui pilote les salariés pour leur apprendre à trier, à nettoyer, à
identifier les jouets qu'ils traitent, à faire du contrôle qualité, à faire de l'emballage, à faire des préparations de commandes. Voilà, donc toutes ces activités sont assez variées et on a une personne qui les aide à piloter ce travail dans l'atelier. Et votre objectif, c'est d'insérer ou de réinsérer des personnes sur le marché du travail qui peut-être ont perdu confiance, n'ont pas forcément les qualifications nécessaires au départ et qui ont peut-être plus l'engrenage nécessaire pour se relancer dans le job. Oui. Vous faites ça comme une étape, en se disant que peut-être derrière, ils vont pouvoir travailler ailleurs? Tout à fait. C'est notre objectif, c'est d'arriver à ce qu'elles retrouvent un emploi durable. Et c'est ce qu'on arrive à faire pour 50% des salariés qu'on accompagne à peu près sur 1 an et demi d'accompagnement. Donc on a des personnes, là on a une personne qui est partie la semaine dernière, donc qui va travailler comme agent de service dans une crèche. On a une autre personne qui a quitté le chantier, qui est maintenant elle est conducteur pour des personnes handicapées. Donc c'est très très varié comme type de sortie vers l'emploi, mais parce que c'est au regard du parcours de chaque individu. Voilà, on va prendre la personne qui arrive avec tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a fait, et on va essayer de voir tout le potentiel, parce que souvent ce sont des personnes qui ont beaucoup de potentiel et qui ont enfoui ça sous plein de choses diverses et variées. Et voilà, nous on croit franchement on peut les aider, elles peuvent acquérir des compétences et se reformer, et c'est tout ce travail de remobilisation autour d'une vie professionnelle qu'on mène dans notre chantier. En fait, quand vous, un employé, s'en va de votre entreprise, vous êtes presque contente parce que vous savez que derrière, c'est plutôt pour du mieux. Oui, on est super par rapport à quand il est arrivé. Oui, tout à fait. Et pour vous, Frédéric, c'est quoi l'objectif de Simplon? On l'a dit, c'est une entreprise, là. Donc, vous avez une notion d'argent qui est bien en compte puisque vous devez vivre de ça. Mais quel est pour vous l'objectif? Le Simplon, en fait, ça essaye de résoudre un paradoxe qui est insupportable, qui est qu'en fait, il y a le numérique qui est partout, et donc ça crée en fait une grosse demande de gens qui sont qualifiés dans le domaine du numérique, donc les développeurs, les gens qui traitent les données, les gens qui s'occupent de la sécurité, de poser de la fibre ou des choses comme ça. Il y a plein de demandes en fait dans ces métiers-là, et de l'autre côté, il y a plein de gens qui sont au chômage. Et en fait, ces gens-là qui sont au chômage peuvent parfaitement exercer les postes qui sont cherchés par le numérique. Donc ils ne le savent pas au début. Mais ils ne le savent pas au début, voilà. Et en plus, ils ne le savent pas dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on se dit souvent que pour être développeur ou pour faire des choses avec le numérique, il faut avoir Bac+15, il faut être ingénieur, il faut être technicien, il faut être bon en maths à l'école, c'est que pour les garçons et pas pour les filles. Et donc en fait, non, Simplon démontre tous les jours qu'en fait on peut ne pas avoir de diplôme, être décrocheur comme on dit. Donc c'est les 140 000 personnes qui quittent le système scolaire tous les ans sans qualification ni emploi. Donc c'est beaucoup de jeunes, peut-être qu'il y en a qui sont connectés en ce moment. Très certainement. Voilà. Et ces gens-là qui n'ont pas de bac, en fait, rien ne leur est interdit. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes dans le numérique et tellement de métiers différents. Bien sûr, ils ne vont pas créer des programmes qui envoient des fusées sur la Lune, mais ils peuvent très bien créer des applications mobiles, faire des sites web, se retrouver dans une entreprise. On n'en voit pas tous les jours. On n'a pas tellement besoin. Alors que des applis, oui. C'est ça. Et la grosse demande, ce n'est pas les fusées, c'est plutôt les applications, parce qu'il y a du numérique partout, dans nos voitures, dans nos téléphones, bien sûr, mais dans nos frigos. Et donc, ça crée une demande très forte. C'est un métier en tension, comme on dit. On dit souvent qu'il y a le bâtiment, la restauration. Il y a d'autres métiers en tension qui sont peut-être moins évidents dans l'esprit. Ouais, peut-être moins durs aussi, peut-être plus facilement appropriables par un jeune qui se dit, tiens, le numérique, oui, pourquoi pas. Et donc, nous, on essaye effectivement par la formation, en quelques mois, parce que nos formations, ça dure 6 mois, de prendre des gens qui sont débutants, qui sont éloignés de l'emploi, et d'en faire des gens qui vont être des ouvriers, des artisans du numérique. Et il y en a vraiment énormément besoin. On calcule qu'il y a 50 000 places de développeurs par an qui ne sont pas fournies. Qui ne sont pas prises à l'heure actuelle. Donc, dedans, il y a des Bac+5, mais dedans, il y a des Bac-15, il y a des... dès 5 ans, vous pouvez travailler. Voilà. C'est ça. Après, il y a une limite légale. Bien sûr. Mais on le voit, en fait, tous les deux, là, vous avez un objectif, c'est l'insertion ou la réinsertion, faire en sorte que quelqu'un qui arrive chez vous et qui n'a pas les qualifications ressorte et soit à niveau sur les secteurs demandés. Tout à fait. Et le lien qu'on a, par exemple, entre nous, c'est que nous, on est la première étape d'insertion, enfin, de remobilisation vers l'emploi. Donc, il nous arrive assez fréquemment, notamment pour des publics jeunes, de cerner leur envie d'aller vers les métiers de l'informatique et du numérique, et donc de les amener à tester ces métiers en allant, par exemple, faire un stage dans une entreprise ou en allant dans une agence, et tester, et ensuite de les guider vers la formation qui peut être une étape, par exemple d'envoyer un des salariés
chez Simplon pour qu'ils puissent suivre une formation. Et voilà, donc on est très complémentaires dans les parcours. Ouais. Oui, c'est là qu'on voit qu'effectivement on est au-delà du but. En fait, pour faire fonctionner l'association de Claire ou mon entreprise, en fait, on a besoin de stagiaires, de comptables, de gens du marketing, qui sont des métiers normaux, mais ils sont exercés dans une entreprise ou dans une association qui appartient à l'économie sociale et solidaire. Donc c'est comme la vraie vie, mais voilà, avec un but différent. Vous avez déjà percuté, je dirais, nos internautes, notamment Angélique, qui demande où on peut rencontrer Rejouer pour échanger sur l'activité. Vous êtes installé où ? Alors on est à la Porte de Vanves, on a un atelier dans Paris, dans le 14e. Et on a également une boutique de jouets, 80 avenue du Maine, dans le 14e. D'accord, donc voilà, vous venez sur Paris, si vous avez un samedi après-midi, on peut passer vous voir ? On peut passer nous voir à la boutique. À la boutique, voilà. L'atelier, on est fermé le week-end. Il y a peut-être un site sur lequel on peut se renseigner ? Tout à fait, c'est Rejouer.com ? Rejoue asso. Asso.fr. Ouais, voilà. Bon, vous tapez Rejouer association et vous aurez tout ça. Lisa, on parle justement des qualifications. Elle dit, est-ce qu'il y a une qualification, un niveau d'études minimum pour bosser dans vos domaines ? Il faut être formé ou pas ? On l'a dit, même sans le bac, on peut y arriver ? Pour le numérique, oui. Et après, pour rejoindre un acteur de l'économie sociale et solidaire, il y a des niveaux de qualification dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut commencer, comme on parlait d'un contrat de qualification, qui travaille avec Claire en ce moment pour faire les réseaux sociaux et qui est une jeune personne. Et j'imagine qu'elle a aussi des gens qui sont peut-être Bac+5, enfin tout niveau de qualification, puisqu'il y a le métier, le fait de recycler les jouets ou le fait de devenir développeur. Et ça, pour il y a plein de besoins autour. Absolument. Il faut rendre ça un petit peu marketé. Quand on a une offre, il faut aussi la vendre ailleurs, en sachant, puis faire parler de soi. C'est ça le besoin au quotidien. Donc tous les métiers, finalement, sont les bienvenus. Laura, le crowdfunding, est-ce que c'est de l'ESS ? Allez, on entre dans la définition ou pas de l'ESS. Est-ce que c'en est ou pas ? Les acteurs de l'ESS utilisent beaucoup le crowdfunding parce qu'ils ont besoin de fonds et à faire appel à la générosité du public, ça c'est un bon moyen de le faire. Simplon l'a fait au début, on a fait beaucoup de campagnes. En revanche, on l'a fait sur des plateformes qui ne sont pas forcément des acteurs de l'ESS, en ce sens qu'elles ne respectent pas les principes dont on a parlé au début, c'est-à-dire la gouvernance participative, la lucrativité limitée, mais ça n'empêche pas pour des projets solidaires d'utiliser le crowdfunding. Mais le crowdfunding, ce n'est pas forcément ESS. Karim, est-ce qu'une banque peut faire de l'ESS ? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, il y en a. Si elle a une gouvernance participative, une ça ne va pas être celle qu'on voit au quotidien. Oui, ça va, elles existent. Ce n'est pas les grandes enseignes qui font des millions, voire des milliards. Il y a les cigales. Les cigales sont des groupements d'individus qui décident d'investir dans des structures comme les nôtres. Mais ça reste des groupements complètement autonomes. Il y a une fédération quand même, mais voilà, c'est... Il y a la NEF aussi, qui est une banque coopérative et solidaire. Et puis il y a des grands groupes, effectivement, qui sont organisés sous un format coopératif et donc qui sont des acteurs de l'ESF, comme le Crédit Coopératif, ou les banques populaires, ou le Crédit Agricole. Donc là, on est sur des choses qui sont plus connues. Elles sont énormes, elles font des profits. Elles sont organisées encore de manière coopérative. Donc elles appartiennent à l'économie sociale et solidaire, mais c'est vrai qu'on est un peu loin des projets que nous, on représente ici, puisque là, on parle de banques. Ça va être une autre échelle, ça va être une autre définition presque de l'économie sociale et solidaire. Ça s'applique sur différents thèmes. José qui nous dit, en gros, tous les métiers peuvent se trouver un jour ou l'autre dans l'ESS. Oui, finalement, c'est juste appliqué à d'autres besoins, vous l'avez dit. C'est comme vous l'avez dit, c'est le juste milieu, avec le mot juste important, entre le secteur public et le secteur privé. Oui, je pense que c'est la troisième voie que beaucoup cherchent. On est dans pas longtemps, il y aura la COP21, donc on se rend compte que faire du business sur une planète morte, ça ne va pas durer longtemps. Et en même temps, on voit bien que l'État a des problèmes de trésorerie, des problèmes de dette, et donc être la voie du milieu entre ces deux logiques-là, c'est pour ça que ça concerne beaucoup de salariés, que ça crée beaucoup d'emplois et qu'il va y en avoir de plus en plus. Vous pensez qu'à terme, nous on est un petit peu dans le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, mais que quelqu'un qui nous regarde, qui va peut-être arriver sur le marché de l'emploi dans 5-6 ans concrètement, ce sera une très grosse part, l'économie sociale et solidaire, ou vous pensez que ça va évoluer au fur et à mesure, peut-être plus dans 20 ans, ce sera un modèle aussi important que les autres ? Moi, je souhaite que ça soit le modèle dominant. Ouais. ça serait idéal, mais voilà, il faut que ça avance.
les échanges, les synergies sont longues à mettre en place entre les deux mondes. Mais je pense que ça va venir parce que, effectivement, pour des questions d'environnement, pour des questions de planète telle qu'elle est, on sera amené forcément à changer de modèle. Et on ne peut pas être dans la surconsommation, on ne peut plus être dans ce schéma-là. Donc il va falloir que les acteurs cohabitent ensemble et que voilà, l'humain reste la priorité. Et donc j'espère que le changement de modèle va arriver vraiment vite, mais les choses bougent lentement quand même. Et puis c'est assez neuf quand même comme secteur déclaré en tant que tel. Est-ce qu'un grand groupe national ou international peut à terme être un groupe ESS ? Je pense à toutes ces grosses boîtes du CAC 40 qu'on entend toujours profit. Est-ce qu'il est possible que prochainement, elles se tournent vers d'autres modèles et qu'elles deviennent des acteurs de l'ESS avec de plus gros moyens, forcément, de plus gros bénéfices qu'elle rétribuera à ses actionnaires divers et variés, à ses participants, parce que c'est souvent un gros actionnaire qui touche tout. Est-ce que c'est possible et imaginable, ça, Frédéric ? C'est compliqué de revenir en arrière quand on fait du business. Et c'est vrai que la mode de gouvernance, la structuration juridique et les objectifs sont, voilà, pour faire partie de l'économie sociale et solidaire, en tout cas en France, il y a un certain nombre de règles et je ne pense pas qu'un groupe du CAC 40 puisse convaincre ses actionnaires. Il faut rester dans une taille moyenne, pas forcément une question de taille, mais c'est une question de gouvernance, une question d'idées, de leurs idées. Ouais. Voilà, puis de place du profit dans l'organisation. En revanche, ça n'empêche pas que les entreprises qui ne sont pas dans l'économie sociale et solidaire ont ce qu'on appelle des stratégies de responsabilité sociale et qu'elles peuvent aussi faire attention à leur impact, mais elles le font sur un autre format que l'économie sociale et solidaire. C'est qu'elles le font, par exemple, par le capitalisme, mais c'est un capitalisme responsable. Mais ce n'est pas de l'économie sociale et solidaire. Après, il existe quand même des modèles hybrides où il y a des co-constructions qui se font entre un acteur de l'économie sociale et solidaire et un acteur totalement privé. Moi, je pense à Arès et à Norbert D'autresang qui ont monté une structure qui s'appelle Logging et qui fait de la logistique et donc qui intègre le travail de personnes handicapées avec des éléments d'un business classique de logistique. Donc il existe des modèles qui se construisent avec ces deux types d'acteurs. Et moi, je pense qu'on ira vers ça plutôt qu'un passe dans l'autre. C'est plutôt essayons de construire un schéma à deux qui réponde à une problématique sociale, environnementale. Et voilà, parce que moi, en tant qu'acteur associatif, j'ai des choses à apprendre du monde de l'entreprise classique. Et le monde de l'entreprise classique a aussi des choses à apprendre du monde associatif. Donc, essayons de monter quelque chose ensemble. Les fondations qui sont ouvertes par les grands milliardaires, je pense à Bill Gates, tout ça, qui lancent des fondations, c'est de l'économie sociale et solidaire ou pas ? Absolument. Ouais, absolument. Il y a les mutuelles, les coopératives, les fondations, et après un certain nombre d'associations, d'ONG et d'entreprises sociales, toutes font partie de l'ESS. Donc vous voyez que c'est complètement différent entre la fondation Bill Gates, le crédit coopératif, Rejouer, Simplon, c'est complètement différent. Mais tout à l'heure, vous disiez, est-ce que c'est l'USS qui va dominer le monde ? Moi, j'y crois vraiment, aussi à cause des jeunes, justement. Et je pense que la génération qui arrive sur le marché du travail, en fait, ce n'est pas la génération qui a connu la guerre, les 30 ans de croissance, le fait de brûler la chandelle par les deux bouts, d'avoir la société de consommation. Je pense que les jeunes cherchent du sens dans ce qu'ils font, dans leur engagement, dans leurs loisirs, dans leur consommation. Peut-être un peu moins, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile de trouver du sens. Mais en tout cas, dans leur job. Et c'est vrai que le CDI, sans perspective d'avoir du sens ou un impact positif, je pense que c'est plus ça qui fait lever le matin les jeunes. Donc ça, les employeurs sont en train de le comprendre. C'est aussi pour ça qu'ils se mettent à avoir des actions citoyennes. Et je pense que l'ESS, pour ça, est un bon employeur pour, en tout cas, les jeunes qui veulent effectivement se lever le matin pour autre chose que le profit ou pour autre chose qu'être un petit engrenage dans une grande machine. En fait. Alors, vous ne pensez pas si bien dire, puisqu'il y a plein de questions en fait, qui arrivent sur le même thème. Est-ce qu'il y a des formations pour l'ESS ? Est-ce que les écoles développent un peu plus ce modèle ? Ou est-ce que je peux me former pour aller travailler dans l'ESS ? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pris en compte par les écoles ? Absolument, c'est symptomatique. Dans les écoles de commerce, avant, le rêve de chaque personne qui était dans une école de commerce, c'était finir trader.
donc boursicoteurs. Maintenant, ils veulent tous finir entrepreneur social. Donc ça, je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Et donc à tous les niveaux, hein, que ce soit, je sais pas le bac, mais en tout cas juste après le bac, jusqu'au plus haut niveau de formation, il y a des formations qui sont liées à l'ESS, donc à la fois sur le management, sur l'impact social, sur le développement durable. Il y a des formations dans tous les sens, effectivement. Alors une fois qu'on est formé, après il faut créer sa boîte. Il y en a plein qui nous demandent là, comment je peux créer ma boîte dans l'économie sociale et solidaire. Alors en France, il y a énormément de dispositifs pour créer sa société, son association. Il faut chercher sur le net, il y a dans mon exemple, il y a le Carrefour des associations à Paris, mais donc il y a énormément de structures qui proposent un accompagnement à la création. Donc il faut se saisir de ces dispositifs pour permettre d'avancer pas à pas dans la création. Et il y a vraiment énormément de choses qui existent. Comment vous avez créé justement Rejouer? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez dit tiens, je vais faire ça comme ça, sur ce modèle-là? Et quand est-ce que ça vous a pris ce déclic? Moi, mon expérience vient du fait que j'étais bénévole à la Croix-Rouge et qui collectait énormément de jouets. Ils ne savaient plus quoi en faire et ils se disaient bon, on va tout jeter parce que on a notre local, il est plein et puis on n'a pas assez de bénévoles pour les rénover. Ouais. Et on crée un arbre de Noël, mais en fait, on en a trop. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire en termes d'emploi et aussi de réemploi de ces jouets. Donc j'ai commencé à écrire un peu ce projet. J'ai rencontré, voilà, j'en ai parlé beaucoup autour de moi, de mes proches, de mon entourage proche. Et il y a une espèce de phénomène de catalysation, en fait, où j'ai rencontré quelqu'un proche de moi qui s'occupait des déchets, qui m'a accompagnée sur la partie déchets, quelqu'un d'autre qui connaissait les rouages de montage d'un projet, donc qui m'a présenté à la région pour financer une étude de faisabilité. Et puis ensuite, j'ai cherché comment je pouvais être accompagnée par une autre structure et j'ai trouvé Entropia, qui est un incubateur social de l'ESSEC. Mais maintenant, il y a d'autres incubateurs qui existent. Qui sont développés. Et donc avec ce suivi, j'ai pu construire un business plan social, trouver des partenaires, trouver les finances, répondre à des appels à projets pour gagner des prix, pour trouver de l'argent, pour financer le local. Et puis pour l'insertion, il y a tout un agrément chantier d'insertion à avoir auprès de l'État. Donc c'est rencontrer des réseaux professionnels qui sont dans le domaine de l'insertion. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup de taper aux portes et puis présenter son projet et puis le construire pas à pas et avoir vraiment quelque chose de très construit et de chiffré pour être crédible auprès des différents interlocuteurs. Et puis quand on entend votre parcours, il faut de l'envie parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il ne faut pas se laisser démoraliser, mais finalement quand on est dans ce secteur, on voit l'objectif au bout, donc on a vraiment envie d'aller au bout et ça donne peut-être plus de force. Pour vous, Frédéric, c'était quoi le déclic? Puisque avant, vous étiez dans le secteur privé. J'étais moitié-moitié. J'étais dans une entreprise qui n'avait pas l'agrément ESS, mais qui avait déjà un but social. Donc, c'était une agence de communication pour les ONG et pour les acteurs de l'ESS. Mais c'était une structure privée qui s'était donné un but social, mais qui n'appartenait pas statutairement à l'économie sociale et solidaire. Et avant, effectivement, je travaillais dans des agences de communication américaines. Je faisais de la publicité pour des yaourts. Voilà. Et en fait, voilà, c'est pas... C'était quoi pour vous le déclic pour passer... c'est vraiment, je pense, il y a quelque chose qui résonne avec la personnalité des gens. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait des études d'entrepreneur ou des études du secteur privé. J'ai fait des sciences politiques et en fait, l'engagement ou l'envie de servir, voilà, elle a toujours été là. Après, il y a des parcours professionnels, des rencontres aussi. J'ai toujours essayé de faire en sorte que la main droite et la main gauche se réunissent, quoi. Ce qui n'est pas juste un engagement et une solidarité voilà, bénévole et en même temps un métier qui fait un peu le contraire de ce qu'on dit. Donc ça s'est fait progressivement, mais ça s'est bien fait aussi. Et Claire a raison, il y a beaucoup de structures qui sont là, effectivement, pour écouter les gens formuler leurs projets, pour les aiguiller. Il y a une structure qui s'appelle Jeune ESS, Jeune ESS, qui là aussi donne des conseils plutôt sur les jeunes. Il y a des réseaux, il y a l'atelier, il y a des réseaux comme Make Sense aussi, effectivement, qui permettent voilà, de formuler son projet. Et puis il y a des salons, il y a des portails sur Internet. Donc c'est vrai qu'on est dans un pays où entreprendre, c'est pas compliqué, paradoxalement. Ouais. On entend souvent que la France, c'est le pire pays pour entreprendre. Je pense que c'est un des meilleurs, vraiment, parce qu'on a des subventions, des aides, des prêts à taux zéro. Enfin, il suffit d'avoir une idée, de mettre quelques chiffres un peu cohérents en face et on vous donne votre chance. Donc voilà. Et puis après, on n'est pas tous entrepreneurs, donc on peut aussi
rejoindre une entreprise ou une association dans le champ de l'économie sociale et solidaire, pas comme leader, mais comme salarié. Donc là, pour le coup, c'est un processus qui est beaucoup plus classique et comparable à ce que c'est que de passer un entretien d'embauche dans une vraie boîte, de la vraie économie. Ou pas. On peut rassurer nos internautes qui sont nombreux à nous poser la question, est-ce que je peux faire des stages? Oui, bien évidemment, il y a des stages. Est-ce que je peux faire de l'alternance? J'imagine que oui. Oui. Voilà, donc c'est finalement les mêmes modèles qu'on connaît partout, mais appliqués à quelque chose d'autre, avec un petit peu une conscience, un engagement et responsable. On peut utiliser ce mot-là. Oui, même si la responsabilité n'est pas c'est pas le monopole de l'économie sociale et solidaire. Il y a vraiment l'État est responsable, enfin il essaye, et certaines entreprises aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un des plus gros patrons de l'économie sociale et solidaire en France qui dit le statut ne fait pas forcément la vertu. Et donc c'est pas parce qu'on est une ONG qu'on est parfait et qu'on ne fait pas de saloperies, hein, pour dire les choses un peu. Et c'est pas parce qu'on est une entreprise qu'on est le grand Satan et qu'on fait forcément n'importe quoi. Il n'y a pas de mal à faire du business du moment que c'est fait de la bonne manière. Voilà, puis ça crée des emplois, de la richesse, et donc ça bénéficie aussi. Il faut arrêter d'être dans un monde dogmatique en fait, où on voit les méchants, les gentils. C'est ça. C'est pas du tout ça. Hein. Il y a des méchants aussi dans l'ESS. Ouais, c'est vrai. Bah écoutez, j'espère que vous ne l'êtes pas en tout cas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Si vous en avez encore des questions, on peut vous retrouver tous les deux sur Job IRL. On va vous être très honnête, pour Claire, c'est depuis 10 minutes avant, hein, on a créé le compte, comme ça vous pourrez répondre à la suite sur Job IRL. Vous, Frédéric, vous étiez aussi déjà depuis très longtemps. Depuis ce matin. Voilà, exactement. Donc maintenant, vous pouvez leur poser toutes vos questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à celle-ci. On voit déjà mieux ce que c'est l'économie sociale solidaire. Renseignez-vous, c'est le mois de l'économie sociale solidaire. Allez-y. Et puis le mois prochain, nous on se retrouve le 2 décembre à 18h pour parler environnement, puisqu'il y aura la COP21. C'est logique tout ça. Bonne soirée et bonne route. Merci.